Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de podcasts consacrée au slow tourisme dans le cadre du programme Interreg Europe Slowdown. Je m'appelle Pierre-Yves Hurtevant et je suis le directeur de l'Office de tourisme et des congrès d'Amiens Métropole. J'ai le plaisir d'animer aujourd'hui une première table ronde au cours de laquelle nous allons essayer, pour commencer, de partager une définition, et même plus sûrement des définitions du slow tourisme. Pour y parvenir, nous avons rassemblé plusieurs professionnels du tourisme, tous plus slow les uns que les autres. On commence par Élise Blanchard, à qui on doit le pilotage du projet Slowdown. Bonjour Élise. Bonjour Pierre-Yves. Également à nos côtés, François Bergès, directeur de Somme Tourisme. Bonjour Pierre-Yves. Et Thibaut Siméon, directeur de l'Office de tourisme du Pays du Coquelicot. Bonjour Pierre-Yves. Alors, on se l'est promis, on va essayer ensemble de définir le slow tourisme qui est l'objet de notre programme européen. Est-ce que, François, pour commencer, sans donner forcément la version définitive, la définition ultime du slow tourisme, tu pourrais nous donner ta vision ? Alors, ma vision du slow tourisme, c'est un moment de déconnexion et de reconnexion avec la nature. C'est l'évitement de la précipitation et, bien entendu, l'opposé du fast tourisme. Mais en tout cas, c'est certainement prendre le temps à aller plus lentement, apprécier plus profondément les choses et à rencontrer des personnes. Est-ce que Thibaut, tu te retrouves dans cette première définition ? Oui, complètement. C'est aussi l'idée que la destination, elle est aussi importante que le voyage. Et on ne va pas simplement sur une destination, on va profiter tranquillement de tout le chemin qu'il y aura à faire, que ce soit à pied, à vélo, en train ou autre. D'accord, donc pour l'instant c'est prendre le temps, le chemin fait partie de l'expérience touristique. Est-ce que Élise, tu te retrouves là-dedans ? Est-ce que tu souhaites compléter ? Oui, tout à fait, je me retrouve dans ce que vous venez de dire. Pour moi, le slow tourisme, c'est le tourisme du temps réellement vécu. C'est presque un art de vivre, c'est une philosophie de vie. C'est prendre le temps de discuter, prendre le temps de regarder, de se déplacer. On en a parlé, le déplacement, c'est une vraie déconnexion quand on accepte de lâcher la voiture et de se déplacer à vélo ou à pied. Donc oui, parfaitement, je pense qu'on a fait la définition parfaite. Il n'y a pas du tout de dimension environnementale, c'est pas la même chose que le tourisme durable par exemple. On peut retrouver probablement des notions de tourisme responsable. C'est aussi aller à son propre rythme et respecter l'environnement dans lequel on évolue. Comme les milieux sont fragiles, on s'adapte aussi à cette nature qui est fragile. Donc, et je pense aussi qu'on peut rajouter le côté authentique. C'est à la recherche de la vérité authentique plutôt que d'avoir un volet trop poussé sur le marketing territorial. On a sûrement des auditeurs qui connaissent moins bien le territoire que nous. Est-ce que tu peux présenter rapidement la Somme, qui est le territoire, la destination touristique dont tu t'occupes au quotidien ? Oui, donc la Somme, c'est un département qui se trouve au nord de la France, dans la région Hauts-de-France, limitrophe donc avec le Pas-de-Calais et la Seine-Maritime, donc au niveau de la Normandie. C'est un département qui bénéficie d'un littoral assez connu et reconnu par rapport à la baie de Somme, bien entendu. Et puis on a ce fleuve qui porte le nom de Somme, éponyme, qui aujourd'hui est une artère, on va dire, sur le tourisme, en tout cas sur le développement touristique, puisque c'est un des enjeux que s'est fixé le département, c'est de vraiment avoir une mise en tourisme de cette vallée qui fait à peu près 130 km et qui doit permettre aussi de gérer certains pics de fréquentation qu'on trouve souvent au niveau de la baie de Somme. D'accord, donc il y a déjà une problématique qui finalement s'apparente au slow tourisme, en tout cas à lutter contre le surtourisme, à mieux étaler les clientèles dans le temps, dans l'espace. Voilà, il y a deux objectifs, c'est de mieux répartir effectivement les clientèles sur le territoire et effectivement dans le temps, parce qu'on estime qu'on est une destination de court séjour mais à l'année. Donc avec une fréquentation touristique qui commence à s'ouvrir à partir du mois de mars-avril et une saison qui se termine généralement aux vacances de la Toussaint. D'accord, donc ces clients qui sont venus en baie de Somme, ils peuvent tout à fait remonter le courant et arriver par exemple à Amiens pour d'autres expériences. Élise, si tu peux nous présenter rapidement notre destination.
Oui, Amiens, qui est la première ville de Picardie, donc avec une offre à la fois forcément urbaine, puisque on est sur une ville de 130 000 habitants qui est longée par la Somme et qui est aussi occupée par un espace qui s'appelle des ortillonnages, qui sont des jardins sur l'eau. Donc historiquement, ils ont gardé leur fonction. Alors ça reste maintenant en marge. C'est des maraîchers qui occupent l'espace et qui produisent des légumes et qu'on peut retrouver dans nos restaurants. C'est vraiment la force de la destination, c'est d'avoir une capacité de consommation au circuit court, et on peut vraiment allier l'aspect vraiment ville avec tout ce qui a... Ce que tu sous-entends, c'est que cette facilité à pouvoir consommer local, ça fait d'Amiens une destination qui peut être propice au slow-tourisme, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Et Thibaut, donc si tu veux bien, tu es directeur de l'office de tourisme du Pays du Coquelicot. Alors, Coquelicot, on pense peut-être à la Grande Guerre. En tout cas, je pense que François pense tout de suite à la Grande Guerre. Pour les visiteurs qui ne sauraient pas le situer sur la carte, est-ce que tu peux nous dire où ça se trouve et puis surtout à quoi ça ressemble ? Alors effectivement, la destination Pays du Coquelicot, c'est un nom très poétique. On est à une trentaine de kilomètres à l'est d'Amiens. La ville principale, c'est Albert, mais c'est une destination qui compte 65 communes, principalement marquée par la Première Guerre mondiale. On a une destination vraiment internationale. C'est peut-être un des endroits les plus importants pour les Britanniques en termes de mémoire, pour les Britanniques et l'ensemble des pays du Commonwealth. Donc on a ce potentiel et ce tourisme naturel lié à la mémoire. On a aussi une destination qui est extrêmement intéressante par rapport au côté nature, qui reste à développer justement avec pour moi un petit paradis au niveau de la vallée de la Somme. La destination, elle a aussi une histoire industrielle qui est forte avec le centenaire Potez, c'est en 2024, un pionnier de l'aviation de tourisme et de l'aéronautique. Alors c'est toujours particulier de parler de slow tourisme et d'aéronautique, mais c'est important aussi de comprendre les territoires et de découvrir ce qu'il y a sur place. Donc un volet aéronautique, et puis en termes de patrimoine, comme dans beaucoup de destinations par ici, on a beaucoup d'art déco avec la reconstruction et plein de pépites à découvrir. Chez les uns et les autres, en fonction de vos destinations, est-ce que vous pensez que la Somme pour toi François, le Pays du Coquelicot pour toi Thibaut, ou Élise, Amiens Métropole, est-ce qu'on est des territoires qui sont propices au slow tourisme, et si oui, pourquoi ? Élise ? Alors à Amiens, on est forcément très très bien placé déjà géographiquement pour accéder à la ville. C'est déjà la première des choses, c'est se rendre sur la destination. Amiens est très bien desservi, on peut s'y rendre en train très très facilement, et on peut se déplacer partout dans la ville à pied ou à vélo. On a un espace vert qui est immense avec les ortillonnages et le parc Saint-Pierre, ce qui fait que la ville est vraiment connectée à la nature. Et tout à l'heure, on disait que la nature était une part importante du slow tourisme, mais pas que, parce que ralentir, ça peut se faire en ville, et apprécier le temps peut se faire dans un espace urbain. Et Thibaut, chez toi, au Pays du Coquelicot ? Nous, on a la chance d'avoir 2 véloroutes qui relient notamment Amiens, la véloroute de la vallée de la Somme et de la mémoire, et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les personnes qui vont faire du slow tourisme, c'est de pouvoir avancer en toute sécurité, en toute quiétude, de voir les animaux, les oiseaux au fur et à mesure, de profiter de l'instant tout simplement, avec ce côté effectivement pleine nature, mais c'est aussi les rencontres. On peut rencontrer à la campagne, en ville, échanger. Genre, c'est simplement prendre le temps, et je crois qu'il y a plein de destinations qui sont idéales pour prendre son temps, et la Somme, Amiens Métropole ou Pays du Coquelicot en font partie. Quand on vous écoute, on a l'impression qu'on est des territoires qui sont naturellement propices au slow tourisme, et qu'en fait, en tant que professionnel du tourisme, on aurait un petit peu juste à attendre les clients. Est-ce qu'il y a quand même des démarches à faire pour être une vraie destination de slow tourisme ? Est-ce qu'il faut investir ? Est-ce qu'il faut créer des produits touristiques ? François Bergès ? Je pense qu'il faut combiner un peu une démarche intelligente, c'est-à-dire de s'adresser aux bonnes cibles clientèle. On est dans un rayon urbain à moins de 2 heures de la destination, avec des grandes villes, Lille, Paris, Bruxelles, Londres. Donc c'est de s'adresser à ces gens qui vivent plutôt dans le stress permanent, pour venir se reconnecter à la nature, ou en tout cas au savoir
comment dire, et de se reconnecter tout simplement dans un environnement authentique, avec un apaisement, parce que la nature apaise aussi. Et puis je pense que oui, il y a un côté promotion qui est à considérer, mais je pense qu'on a déjà une destination reconnue pour ce type de tourisme, puisque comme le disait tout à l'heure Thibaut, on a une véloroute Vallée de Somme qui est non seulement une véloroute mais aussi un GR 800 qui permet de pouvoir explorer la Somme. Et quand bien même on aurait des véloroutes exceptionnelles, on a quand même des clients qui ont peut-être, même s'ils sont slow, une attente aussi en termes de qualité de service ou de produits touristiques. Est-ce qu'il y a des choses encore à réaliser, ou est-ce que on peut estimer que dans la Somme, et plus particulièrement à Amiens et Albert, on est déjà bien équipé? Je pense qu'il faut continuer à évoluer, à adapter nos services en fonction des attentes visiteurs. Après, il faut le faire de manière raisonnée, analyser vraiment la manière de consommer et vraiment de créer un ensemble de services qui vient vraiment répondre spécifiquement aux attentes du visiteur. Il ne faut pas non plus se précipiter, ça prend du temps, le tourisme, on est dans du temps long, dans du slow. Et du coup, ça nous permet de définir ce qu'attend le client et de vraiment offrir ce qu'il attend. Élise, Amiens, tu as une idée peut-être d'exemple à donner ? Oui, on parlait d'attente client. Je pense que les besoins sont là, on le voit. On a un itinéraire cyclable qui passe au pied de la ville et qui relie d'ailleurs un itinéraire européen. Donc on a des cyclotouristes qui partent avec les sacoches pleines de leurs affaires pour faire un périple en vraie itinérance. Je pense que nous, en tant que prescripteurs, il nous reste à rassurer le client et lui donner les garanties des services qui vont bien, qui s'enchaînent sur l'itinéraire. Et ça, c'est une carte qu'on doit jouer maintenant. On a tous les ingrédients, à mon sens, et il nous faut les articuler. Thibaut, au Pays du Coquelicot ? Alors, je pense qu'il y a plein d'aménagements qu'on pourrait encore améliorer, mais c'est surtout en termes de communication, de parler, de valoriser le petit patrimoine qu'on a. Il y a certainement beaucoup d'Amiénois qui vont peut-être nous écouter et qui vont dire « je connais pas bien le Pays du Coquelicot », ou même on connaît souvent les destinations qui sont très lointaines, nos destinations de vacances, on va savoir ce qu'il y a à faire, mais ce qui est à côté de chez nous, c'est parfois bien plus dur. Oui, je suis passé devant le musée, je le connais, mais on n'a jamais pris le temps de s'arrêter, de lever le nez. On se rend plus compte forcément de la beauté des choses qui nous entourent, et c'est aussi ça le slow-tourisme, c'est de faire en sorte de parler à l'habitant, aux touristes de proximité, pour leur faire découvrir le territoire. Et puis, moi, ce matin, j'ai échangé avec un slow-touriste qui me disait je pars pas dans le désert, je suis en France, mais il s'est retrouvé sans eau sur la fin de son périple. Il était bien embêté. Et simplement, en termes d'aménagement, indiquer les choses qu'il y a à voir, à faire, les points d'eau, des choses un petit peu pratiques, des outils de réparation. Alors, c'est des choses qui sont en cours, qui prennent du temps. Mais voilà, on a un niveau de service qui peut aussi augmenter pour améliorer la qualité du voyage. Donc un niveau de service qui augmente du côté des offices de tourisme, mais est-ce qu'on peut parler de slow tourisme à des hôteliers, à des restaurateurs ? Parce que quelque part, il y a aussi l'idée peut-être de moins consommer derrière le slow tourisme. Alors comment est-ce qu'on peut promouvoir ça auprès des socioprofessionnels sur un territoire ? Je pense qu'il faut vraiment leur donner des chiffres, des analyses de ce qu'attendent les clients. Il faut les nourrir de ces attentes, et je pense qu'ils seront en capacité d'adapter leur offre. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait de l'itinérance douce le long de la Somme a certains besoins en matière de couchage, de petit déjeuner le matin, parce qu'il va quand même parcourir une grande distance. Voilà, tout ça, c'est du bon sens. En fait, on revient sur la notion de bon sens avec le slow tourisme, c'est qu'on adapte la voilure en fonction de la force du vent. Élise Blanchard. Oui, on parlait encore une fois, rassurer le client, c'est aussi à travers une qualification de l'offre, et les labels en cela peuvent rassurer réellement le consommateur. Label de qualité, sur l'hôtellerie, on a la clé verte. On a d'ailleurs récemment récupéré 5 clés vertes sur Amiens, ce qui est une très bonne nouvelle.
expliquer rapidement ce que c'est, ou l'esprit, ou en tout cas Alors, de ce le label Clé Verte, c'est une garantie que donnent les hôteliers sur les pratiques de consommation, que ce soit dès lors qu'on nettoie une chambre jusqu'à l'accueil du client. Donc c'est vraiment un engagement de la part de l'hôtelier sur sa consommation durable. Est-ce que les uns et les autres, c'est quelque chose que vous ressentez chez les professionnels, cette volonté de s'adapter à cette tendance de consommation, autour de moins d'impact carbone, plus respectueux de l'environnement, plus durable, plus local ? Il y a des professionnels qui sont déjà dans la démarche depuis très longtemps. Il y en a d'autres qui vont être forcés de le devenir parce que très clairement il faut s'adapter aux attentes, aux besoins de la clientèle. C'est pas aux touristes de s'adapter à notre offre, c'est à nous de faire en sorte de pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Et si les professionnels ne s'adaptent pas, clairement ils vont perdre une partie de la clientèle. Donc on avait parlé de labels avec l'accueil vélo, il y a des labels de qualité pour la filière équestre. Maintenant c'est comment nous on réussit à leur apporter des solutions aussi. Des fois c'est des choses qui sont pas très complexes à mettre en place, mais simplement je viens faire un séjour en vélo. Une de mes contraintes, c'est de garer mon vélo, de le sécuriser et d'ouvrir sa grange, un abri ou d'avoir un arceau vélo devant son restaurant. C'est pas forcément des travaux qui sont énormes à faire, mais ça va changer complètement l'expérience client et c'est ça, il faut qu'on parle en termes d'expérience client. Et dans toutes ces destinations, donc, il y a des visiteurs, des clients. Est-ce que, François, là encore une fois rapidement, tu peux nous dire qui sont les clients, qui sont les visiteurs qui viennent sur nos destinations ? Alors d'abord, il y a l'habitant qui vit dans la Somme et qui lui-même est un excursionniste, mais qui peut représenter quand même un potentiel important en termes d'offres, développement de l'offre touristique. Et puis la plupart des touristes viennent des Hauts-de-France, région parisienne, et puis de l'Est de la France. En termes de touristes étrangers, notre première clientèle, ce sont nos amis et cousins belges. Et puis, en termes de clientèle internationale, on a aussi les Britanniques, mais aussi les Australiens, Néo-Zélandais, Canadiens, etc., qui sont des visiteurs plus sur le tourisme de mémoire. Et si on essaie encore de zoomer dans cette clientèle-là pour faire le portrait robot du slow touriste, est-ce qu'on aurait affaire à un retraité en camping-car, à un groupe d'amis à vélo, des gens qui sont arrivés à pied en randonnée ? Enfin, je sais pas. Élise, est-ce que tu veux te lancer sur un portrait robot ? On peut en faire plusieurs. Il y a plein de portraits robots, et slow touriste qui veut, soit tu pourrais l'être. Je le suis. Non, c'est une vraie volonté. Alors, c'est sûr qu'on est sur des profils assez typés. Donc, c'est souvent un couple, je dirais sans enfants, parce que quand on part en itinérance ou sans voiture, il nous faut nous déplacer souvent à la sueur de notre front. Donc, on est plutôt sur un profil de, je dirais, 40 à 60 ans qui veulent vraiment, qui ont un pouvoir d'achat certain parce que qui veulent profiter de la restauration, pourquoi pas de l'hôtellerie ou pas, mais en tout cas qui souhaitent vraiment découvrir des services et passer des moments de qualité. Donc on est plutôt sur un profil, oui, plutôt 30-60 ans, je dirais. Allez, 30 ans, si on peut baisser. Mais les jeunes peuvent être slow touristes aussi. C'est possible. Ouais, tu te retrouves là-dedans, Thibaut ? Ouais, je pense qu'il y a effectivement des jeunes, alors principalement aussi une clientèle urbaine qui des fois n'ont pas forcément la volonté de passer le permis de conduire et qui vont se déplacer, prendre le train, découvrir à leur rythme avec des moyens qui sont forcément parfois différents. On a souvent des gens qui ont beaucoup de moyens qui vont pouvoir voyager à vélo parce que ça coûte plus d'argent que de partir dans une destination en termes de préparation de logistique. Mais voilà, on peut être slow touriste à n'importe quel âge et puis c'est presque une philosophie et en termes de jeunesse sur les questions qui vont être relatives à l'environnement, au bien-être, c'est intéressant pour eux d'être les premiers slow touristes. C'est un besoin de déconnexion. On est dans un monde où le quotidien va extrêmement vite. On a des journées qui sont chargées. On pouvait parler il y a quelques temps de ces jours de rupture ou de répit pour les aidants, mais en fait, je pense que pour chacun d'entre nous, le slow tourisme, c'est un moment de rupture. Ce matin, j'étais avec un vélo avec un médecin. Je l'ai croisé en venant ici et on échangeait. Il me dit
moi, la motivation, parce que je lui dis ça tombe bien, je fais un podcast, qu'est-ce qui t'intéresse ? Et c'est juste de prendre l'air, quoi. De profiter, de couper avec ce quotidien. Alors là, il avait une cinquantaine d'années, mais on peut à 20, 30, 40, 50 ans faire sans problème du slow tourisme, et même après avec des personnes qui vont avoir un pouvoir d'achat, des seniors, profiter en camping-car ou à vélo de slow tourisme. Il n'y a pas d'âge pour en faire, c'est juste une belle démarche. Alors on a évoqué tout à l'heure dans le slow tourisme le rapport aux habitants, l'importance de la rencontre. Est-ce que Thibaut, c'est quelque chose qui t'inspire dans ton travail de directeur d'hôtel ? Ouais, ça va être un des axes forts en fait de notre projet touristique, c'est de permettre la rencontre entre les touristes et les habitants. On a des personnes qui traversent le globe pour venir sur notre territoire. Pour moi, c'est pas des touristes, c'est bien plus que ça. Certains sont devenus des amis, ils sont attachés à une destination. Moi, je suis pas du tout originaire de la Picardie. Et je crois qu'il y a quand même cet attachement, cette fierté, et les habitants peuvent être fiers de leur territoire. On a une culture qui est spécifique, qui est particulière, avec des jeux traditionnels qui continuent de vivre. La gastronomie, on en a parlé un petit peu, donc il y a vraiment des traditions qui sont à faire perdurer, et ces échanges, vous pouvez partir dans n'importe quelle destination. Moi, ce qui va changer, c'est les relations, les échanges que je vais avoir avec les personnes, et comment nous, on réussit à faciliter la rencontre entre l'habitant et le tourisme. Et c'est sur ce sur quoi il faut qu'on travaille à l'avenir, je pense, sur l'ensemble des destinations, et faire en sorte que la Somme soit une destination à part entière, et pas qu'on parle simplement du pays du coquelicot, de la destination Amiens, mais vraiment d'une destination globale où l'habitant est au cœur aussi de nos préoccupations. Et là, aujourd'hui, on enregistre un podcast dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Slowdown. Et si on devait promouvoir notre territoire pour les slow touristes européens, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les inciter à faire une itinérance, pourquoi pas à vélo jusqu'à chez nous, ou qu'est-ce qui pourrait nous distinguer comme territoire de slow tourisme ? Moi, je pense qu'il faut capitaliser sur notre vie, enfin sur notre mode de vie. On est une destination très rurale qui est restée très authentique en termes de mode de vie, et on n'a pas honte d'être campagnard, quoi. Quelque part, il faut aussi se reconnecter avec ce qu'on a pu connaître, les choses simples, pouvoir cueillir des tomates dans le jardin où on a loué un gîte, c'est pratiquement c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense qu'aujourd'hui, on va chercher très loin des choses très sophistiquées pour montrer qu'on a voyagé, alors que, comme le disait tout à l'heure Thibaut, on a des pépites à portée de main, et il ne faut pas aller très loin et pour se déconnecter justement de ce quotidien. Peut-être pour repartir sur des choses un peu plus personnelles, est-ce que, Élise, par exemple, tu as une expérience de slow tourisme à partager, et peut-être aussi un rêve en tant que pro du tourisme? Qu'est-ce que tu rêverais de développer sur ta destination comme produit touristique ou service pour des slow touristes? Moi, mon expérience personnelle de slow touriste, c'est faite dans la marche, tout simplement. Donc partir une semaine à pied, marcher tous les jours, porter ses affaires sur le dos et n'avoir que ce souci en tête de pouvoir se reposer, s'hydrater et planter sa tente sur un endroit qui nous plaît. Et elle est vraiment à cet endroit, la déconnexion, c'est de lâcher les tracas du quotidien. Et dans les tracas, je mets la voiture parce qu'on est complètement accro à la voiture, et on s'aperçoit bien que quand on la lâche, le quotidien est rompu, et les choses qui sont les plus importantes, on revient vraiment à l'essentiel sans voiture, et on revient à des choses terre à terre, telles que juste se déplacer, et là tout devient plus beau parce qu'on l'a fait à la force de ses jambes. Donc ça, c'était ma plus belle expérience. Mon rêve à Amiens, c'est de voir des vélos partout, ou des marcheurs, des randonneurs. On a quand même un itinéraire Saint-Jacques-de-Compostelle qui passe juste devant notre cathédrale. Donc c'est plus que propice aussi à la randonnée. Mon rêve, c'est de voir des gens qui profitent des rues d'Amiens avec leurs affaires, avec eux, et qui sont
qui sont enclins à la rencontre et qui n'ont pas de programme défini, pas de spot à voir, pas de photos à prendre et qui prennent ce qui vient. Merci Thibaut. Alors une expérience à partager. Moi, j'ai l'impression d'être un slow touriste du quotidien. Je vais travailler au boulot, je vais au boulot à vélo, et à chaque fois, en partant, je croise des faisans, des lapins, des paysages, les levées, des couchers de soleil, et je les apprécie d'autant plus quand je suis en vélo, que j'y vais tranquillement et que je prends parfois la pluie, le vent en plein visage. Donc il y a ce côté-là qui est très sympa. Effectivement, des expériences comme Élise de randonnée où c'est une aventure en fait. C'est vraiment ce qui est chouette, c'est ce qui semble accessible à tout le monde de marcher finalement, peut devenir une véritable expérience assez enrichissante, incroyable. On peut le faire tout seul pour se recentrer sur soi-même, on peut le faire avec des amis ou avec des inconnus qu'on va apprendre à connaître. Donc il y a ce côté-là qui est extrêmement sympa. Et est-ce que tu rêves, pardon, j'ai oublié de te demander, est-ce que tu rêverais de développer au Pays du Coquelicot en termes de produits, de services, slow tourisme? Alors, j'espère que c'est une réalité. L'objectif, c'est de développer ce côté nature avec des parcours trail, des parcours VTT, du gravel sur le territoire, pour que l'expérience soit bonne, ça devienne relativement simple. Partir à vélo et puis faire demi-tour au bout de 2 km parce que je me suis retrouvé face à une barrière ou dans un chemin qui n'était pas suffisamment aménagé, une fois ça va, mais quand c'est 3-4 fois dans la balade, c'est compliqué. Donc c'est développer cette expérience pour que les gens puissent venir, ils sortent de la gare avec leur basket, ils vont faire 20-25 km de course à pied, découvrir des sites magnifiques qu'ils ne seraient pas venus voir. Derrière, c'est aussi ça, c'est d'amener les gens à découvrir des lieux qui les intéresseraient peut-être pas forcément au départ, mais de par leur voyage, qu'ils en profitent pleinement. Ok, merci. François, es-tu un slow touriste? Si oui, as-tu une expérience à partager avec nous? Alors, je vais vous parler du fleuve Somme, qui est une manière de découvrir l'environnement et le territoire très plaisante. J'ai eu l'expérience de descendre la Somme en bateau et de prendre du temps, de regarder ce qui se passait, parce qu'on voit toujours les choses différemment quand on est sur l'eau, et puis de m'arrêter quand j'avais envie de m'arrêter et de rencontrer des gens dans les villages, des éclusiers, de partager, de prendre le temps, surtout de parler à des gens et de s'intéresser à eux. Donc l'eau, c'est apaisant aussi, et il y a un effet qui joue beaucoup sur le moral, et puis c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Donc c'est ce qui... C'est beau. C'est une belle expérience à refaire, et je pense que tout le monde chaque habitant devrait prendre conscience de la chance qu'il a d'avoir un cours d'eau aussi beau, aussi varié et aussi plaisant à naviguer. Et donc ton rêve, il tourne autour de ça ou... Mon rêve, c'est effectivement de pouvoir encore plus développer les activités fluviales et fluvestres, y compris le vélo bien entendu, mais tout ce qui est activité nature autour de l'eau, et puis de faire reprendre conscience aux habitants que la Somme, ça a été le fleuve nourrisseur du territoire, et qu'il faut lui redonner ses lettres de noblesse, parce que malheureusement, comme tout cours d'eau, il y a un entretien important à avoir. Et si j'ai vraiment un rêve en termes de mise en tourisme de la vallée de Somme, vallée idéale, ce serait vraiment de faire des interconnexions entre le fluvial, le vélo, la marche, et tout est là pour réussir. Il me semble qu'on a pas mal défini, en tout cas apporté des éléments de définition du slow tourisme aujourd'hui. C'était l'objectif qu'on s'était fixé. Élise, c'est toi qui nous représente au sein de ce projet européen Interreg, un slowdown dont on fait partie. Est-ce que tu penses qu'on a bien rempli notre mission, et quelles sont selon toi les prochaines étapes? Je pense qu'on a bien rempli notre mission de définition première, ce que nos collègues partenaires font de la même manière. Ils ont tous fait un podcast sur leur définition. On est sur donc un partenariat de 9 pays européens, avec des destinations qui nous ressemblent ou pas, mais globalement on est en tout cas sur les mêmes enjeux en termes de développement de ce slow tourisme. Tu peux en citer peut-être quelques-uns de pays qui sont partenaires, ou de régions? Oui, donc on a l'Italie avec la région d'Émilie-Romagne,
On a Murcie en Espagne, on a des Irlandais avec la destination Galway, on a la Hongrie avec Esztergom qui est à la frontière avec la Slovaquie. On a enfin les Roumains avec Sibiu et la Lettonie avec Riga. Voilà, donc ils font de même en ce moment des podcasts et au fur et à mesure de nos échanges, on va mûrir le sujet, on va échanger sur les bonnes pratiques, sur des actions qui fonctionnent dans leur destination, sur la nôtre et qu'on pourrait dupliquer entre destinations. Vous en saurez donc plus au prochain podcast. À chaque fois, donc, on fera appel à des professionnels du tourisme ou des touristes, pourquoi pas, inviter des touristes qui pourraient parler de leurs expériences. Voilà. Merci. Donc il nous reste, avant de nous séparer, à remercier François Bergès pour Somme Tourisme, Thibaut Siméon pour l'Office de tourisme du Pays du Coquelicot, Élise Blanchard pour l'Office de tourisme d'Amiens Métropole. On remercie aussi chaleureusement l'équipe de Radio Campus Amiens qui nous accueille aujourd'hui, et puis l'Union européenne, sans qui nous ne serions pas là. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci.